Vraiment très contente d'être là. Et je pense que comme l'ont rappelé les autres prises de parole, il est plus que jamais très important de défendre la littérature et les humanités contre l'obscurantisme fasciste. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de la question de l'exil, puisque c'est là-dessus, c'est cette question à laquelle j'ai consacré un certain nombre de mes travaux, et des travaux qui portaient surtout sur la présence des exilés en zone frontière, et en particulier dans notre région, à la frontière franco-britannique à Calais. En France et dans de nombreux pays de l'Union européenne, la question migratoire est finalement pensée en continuité avec la question coloniale. D'ailleurs, c'est une question coloniale en fait. Les exilés qui viennent en Europe sont considérés comme des colonisés avec tous les stéréotypes négrophobes, orientalistes, islamophobes qui sont convoqués. Je l'ai très bien perçu dans mon travail sur le vocabulaire utilisé pour parler des exilés à Calais. Quelques rapides exemples, dont vous vous souvenez, la jungle, mot colonial par excellence, qui assigne l'étranger à l'inhospitalité et à l'hostilité. Mais même ce terme très utilisé de migrant, terme neutre, et qui, comme terme neutre, neutralise ce qu'Édouard Saïd appelait la mutilation de l'exil, ou encore les opérations policières qui, à Calais, sont appelées des opérations de cleaning, donc un vocabulaire à la fois militaire, puisqu'il s'agit de nettoyer, de faire place nette, et un vocabulaire hygiéniste, qui sous-entend qu'il faudrait se débarrasser de personnes qui circulent comme un virus, clandestinement, et qui pourraient contaminer le corps social. Il y a d'ailleurs un problème avec cette métaphore qui vient de la philosophie des Lumières, celle du corps social. On la doit à des grands théoriciens progressistes, comme Jean-Jacques Rousseau. Évidemment, cette métaphore, elle a pour but de souligner la cohésion qui nous réunit dans une société pensée comme un grand corps, avec une solidarité organique, mais elle suggère aussi qu'on ne peut le rejoindre, ce corps social, que comme étant assimilé, digéré, sans que cela n'altère la nature ni la santé du corps. C'est toute la rhétorique de l'intégration et de l'assimilation. Par conséquent, de même qu'un corps digère plus ou moins bien certains aliments, et bien de même, certains exilés seraient moins assimilables que d'autres, au risque de rendre le corps social malade, voire de le dénaturer. C'est le grand remplacement. C'est ici que se joue néanmoins une première forme de discrimination, qui cherche à se présenter comme légitime. Chaque État est souverain sur ses frontières, bien sûr, et se réserve le droit d'accepter, de refuser des personnes de son choix en fonction de critères qui lui sont propres. C'est ce que Michael Walzer appelle le club national. On pourrait même dire que les critères choisis définissent la nature d'un État. C'est-à-dire que plus ces critères sont faibles, plus un État est un État de droit, plus ces critères sont particularisés, critères sociaux, ethniques, religieux, plus cet État sera autoritaire, éloigné de l'État de droit. D'où en France, vous le connaissez, je n'y reviens pas, le discours très classique sur les bons et les mauvais exilés, donc un discours explicitement discriminant. Les exilés qui transitent à Calais et qui sont au cœur de mon travail sont, eux, à l'intersection de plusieurs discriminations raciales, sociales, genrées, parfois même religieuses. La plupart sont noirs, de la Corne de l'Afrique, musulmans. Ils ont été rançonnés lors de leur passage en Libye, donc sont appauvris. Ce sont les plus démunis sur l'échelle des démunis. Et pour achever leur infortune, ils sont sans statut. Ce sont, pour utiliser un concept de Jacques Rancière, les sans-parts ultimes. Ils n'ont pas même un statut qui leur fasse accéder à l'existence politique. C'est comme s'ils n'existaient pas. D'où ce processus médiatique très bien entretenu de spectralisation. Ils deviennent pour nous des silhouettes indistinctes, des ombres errantes. Et je crois qu'il faut prendre au sérieux cette dimension spectrale parce qu'elle est très ambiguë. D'un côté, elle manifeste l'invisibilisation dont les exilés sont victimes, et la politique migratoire à Calais, comme dans d'autres zones, vise à un objectif très clair, qui est effectivement de les faire disparaître. Et ça fonctionne en partie, puisque pour beaucoup d'entre nous, ce sont des spectres, finalement. Et en même temps, et ce sont les fameux spectres qui hantent l'Europe, dont parlait Marx, s'agissant du prolétariat appelé à la révolte, et repris dans ce très beau film de Maria Purputa et Niki Gennari. Ce sont les fantômes qui nous hantent, les fantômes de ceux qui sont morts, noyés dans les naufrages en Méditerranée et dans la Manche. Tandis que nos États financent Frontex,
et que nous nous baignons insouciamment dans la grande bleue. Ce sont les fantômes des colonisés massacrés pendant des décennies, les fantômes des esclaves soupirant au fond de la cale des négriers. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais parce qu'en tant que citoyens européens, nous avons une responsabilité dans la manière dont ces discriminations se déploient et prennent chair dans des dispositifs qui neutralisent et qui spectralisent une partie de l'humanité. Au fond, la véritable discrimination, elle se résout toujours à celle entre les vrais humains, nous, et les autres, pas vraiment humains, sauvages, animaux, fantômes. J'insiste sur cette figure du fantôme parce que je l'ai croisée chez beaucoup de penseurs et d'artistes sur ces sujets, et je pense que ce n'est pas un hasard. Elle a été utilisée de façon très classique dans le cinéma américain pour faire les premiers films évoquant la question raciale et la ségrégation, les fameux films de zombies. On la trouve au cœur du toman de Toni Morrison, cette immense écrivaine, Beloved, où les fantômes des esclaves morts reviennent hanter les vivants au cours de la transition périlleuse vers l'abolition de l'esclavage. Ce beau roman montre que l'organisation sociale nouvelle, si elle veut être justement égalitaire et éviter de nouvelles discriminations, doit prêter l'oreille aux voix de ces fantômes. C'est un magnifique roman qui rappelle aussi la réalité de la résistance des esclaves et notamment la façon dont même l'infanticide a pu devenir un acte politique. On la retrouve aussi plus récemment en 2019 dans le beau film Atlantique de Mati Diop, qui revient sur les naufrages des exilés en Méditerranée. Dans ce film, le naufrage n'est pas la fin, mais le point de départ. Le début d'un processus de hantise qui ne cesse de nous travailler, de travailler les familles des disparus, les sociétés qu'ils ont quittées pour de bonnes raisons, les sociétés incapables de les accueillir par des voies sûres et légales. Voilà le constat que j'ai envie de faire sur le sujet des migrations. La discrimination qui se met en place est radicale entre des humains sujets de droit et des spectres, fantômes, zombies, qui circulent de façon invisible et inquiétante et qui constituent une menace qu'il nous faudrait neutraliser comme dans un remake de mauvais goût de Ghostbusters. Spectraliser, c'est déjà neutraliser la menace. Comment pourrions-nous soutenir des êtres qui ne sont pas tout à fait humains, pas complètement visibles, qui, par leurs blessures, leurs déchirures, sont finalement des créatures d'outre-tombe, dont il est presque destinal qu'elles finissent noyées dans la Manche. Il me semble que ce qui nous réunit ce soir, c'est le désir de lutter contre la spectralisation des exilés. Car il est d'abord essentiel de rendre leur chair, leur voix, leur nom à ces personnes, et il me semble que c'est précisément ce que fait la littérature de l'exil, et ce que font les romanciers sélectionnés pour ce prix et qui sont ici ce soir. Ce travail romanesque, il vient au secours du réel pour changer le régime de visibilité des corps exilés, qui est un régime par effraction. Exilés qui sont condamnés à se cacher, donc à être traqués, pistés, puis débusqués. Vous voyez, j'emploie le vocabulaire de la chasse à dessein. La littérature de l'exil, au contraire, donne à voir et à entendre ces personnes. Elle permet de les nommer, d'affirmer leur existence, de les reconnaître. Cette littérature restaure aussi la gentilité des exilés. Ce ne sont pas des victimes, mais des sujets politiques, des battants, des personnes en lutte pour leur survie, en lutte contre l'injustice. Ces romans, qui sont présentés lors de ce prix, évitent le récit pathématique, la posture compassionnelle, ce que René Bromal appelle la pornographie sentimentale, puisque les personnages sont bien les acteurs de leur histoire. Amine, dans Un chant pour les disparus, Silva, dans Les Homères, Virgile ou Alice, dans La Toux, Daniela, dans Quand je reviendrai, Wolf et Barbara, dans Les Orphelins. Je finirai en évoquant la façon dont nous aussi nous luttons contre cette spectralisation avec le collectif Migration 59, qui pratique l'hospitalité et l'accueil citoyen, et qui permet de repolitiser l'espace de manière accueillante. Là où à Calais, l'espace est devenu inhospitalier, y compris l'espace naturel, puisque vous savez qu'une partie de cette politique inhospitalière consiste à déboiser la ville, parce que même la nature reste trop hospitalière. L'arbre, c'est l'abri premier, donc il faut déboiser. Grillage, murs, empêche tout espace d'être disponible pour accueillir une tente. Donc on va très loin dans la fabrication d'un espace où toute possibilité d'accueil ont été supprimées. Avec Migration 59,
dont un certain nombre d'entre vous, j'ai vu, font partie, eh bien, nous repolitisons au sens noble et non partisan nos appartements et nos maisons, et nous en faisons des espaces de refuge communs. Il me semble que, comme les foyers des personnes accueillantes, les 5 livres qui concourent pour ce prix de l'exil 2022 offrent un espace habitable pour ces personnages en exil et inventent, au long de leurs pages, d'autres formes d'hospitalité et de lutte qui sauront, je l'espère, vous inspirer. Merci.